Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Mireille Osakwa Badami, auteur, docteur en littérature, professeur de lettres histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, madame, la première femme docteur guyanaise en langue et culture régionale à l'Université de Guyane. C'est une fierté? Une très grande fierté. Alors je dirais, première femme avec ses origines amérindiennes, cette origine Kalinia. Voilà, donc première femme qui a écrit effectivement une thèse sur la perlerie amérindienne. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler le thème exact de cette thèse? Alors, c'est vrai que bon, le sujet de cette thèse, c'est la perlerie amérindienne, mais la problématique porte essentiellement sur plusieurs aspects. Les aspects historiques, les aspects esthétiques, artistiques, mais aussi tout ce qui tourne autour de la beauté de cette perlerie, de l'histoire coloniale également, hein, surtout l'histoire coloniale que je rappelle, l'histoire des Amérindiens de Guyane, en particulier sur les Amérindiens Kalinia, mais également sur toutes les populations amérindiennes vivant sur ce territoire de la Guyane. Vous ne manquez pas une occasion de parler, d'évoquer vos origines Kalinia. Pour vous, c'est important de le rappeler? C'est très important de le rappeler, même si j'explique toujours dans mes discours que voilà, je suis une femme guyanaise avec ses origines amérindiennes, parce que pour moi cela représente une richesse que de rappeler ses origines, qu'elles soient tout autres également, mais c'est important de savoir aussi, de poser les mots sur nos identités et pour ma part de poser les mots sur mon identité à moi. Voilà. Nous allons parler de vos publications, mais juste avant, est-ce que vous pouvez retracer pour nous votre parcours universitaire? Alors, en quelques mots, je dirais que les études universitaires ont été entreprises tardivement, parce qu'il y a eu une prise de conscience depuis de nombreuses années et que j'ai tenu à mettre en pratique d'une certaine manière à travers la reprise des études universitaires. Et c'est de cette manière que, voilà, on dira que cette prise de conscience, elle a grandi, elle a aussi évolué, et cela m'a permis de devenir, voilà, d'écrire une thèse et de devenir docteur dans les pratiques artistiques autour des histoires autochtones, autour du peuple de Guyane. Est-ce que vous êtes la première dans votre famille à avoir été aussi loin dans vos études? Alors, je dirais cela d'une autre manière. Je dirais que je suis effectivement la première dans ma famille à avoir entrepris des études universitaires, enfin en tout cas des études doctorales, mais c'est vrai que je vis dans une famille et j'ai grandi dans une famille voilà, qui en tout cas riche de savoir, qui avait aussi entrepris des études universitaires. Hein. J'ai des sœurs qui toutes ont entrepris des études universitaires, maintenant qui occupent des postes, voilà, comment on peut dire, des postes en tout cas qui sont significatifs, même dans la défense de l'histoire en tout cas de la Guyane par exemple. Est-ce qu'il y avait une volonté de prendre une revanche par rapport à soi, par rapport à son histoire, à ses origines, à sa famille, à son milieu, son environnement? Alors pareil, je ne parle pas de revanche, je parle de continuité, je parle d'enrichissement. Pas de revanche vis-à-vis de quoi que ce soit, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille, non, aucunement. Au contraire, ma démarche s'est inscrite dans ce continuum de pensée, de
de vouloir justement apporter un plus et exploiter nos savoirs, que ce soit nos savoirs intellectuels, également de mettre à profit justement ces savoirs et de pouvoir proposer quelque chose de concret, de pouvoir proposer des travaux concrets et pouvoir les transmettre ensuite. Donc c'était ça, c'était surtout cela le but, c'est-à-dire pas une revanche, mais poursuivre dans une démarche constructive, peut-être une démarche aussi de reconstruction, de construction identitaire également, oui ça peut rentrer dans ces critères, mais je veux dire pas de revanche, c'est surtout de s'affirmer et puis de montrer aussi peut-être quelque part que eh bien, chacun a sa place, quelles que soient nos origines, dans cette terre guyanaise. Vous êtes docteur en littérature, mais avant tout vous êtes chercheur, ce qui nous amène à évoquer vos travaux scientifiques, vos publications. Est-ce que vous pouvez nous en parler avant même d'énumérer vos ouvrages? Alors, je rappelle que mes travaux scientifiques portent sur, bien entendu, l'histoire des Amérindiens, sur les arts autochtones, en tout cas tout ce qui tourne autour de ces populations amérindiennes, ces populations autochtones, et puis proposer des articles scientifiques également, d'une certaine manière, parler de l'histoire des Amérindiens. Il y a l'art, mais il y a l'histoire coloniale, et puis il y a d'autres thématiques tout aussi intéressantes les unes que les autres. Effectivement, j'ai relevé Art de Guyane, vous en avez fait allusion, il y a également résilience généalogique, prénom Kalinia. Oui, donc la résilience généalogique des prénoms Kalinia, effectivement c'est une, on dira une communication scientifique que j'avais présentée au préalable au Canada. Et qui avait vraiment apporté des éléments essentiels autour de la culture autochtone, de la culture amérindienne, mais notamment de cette fameuse généalogie amérindienne. Quand on sait que les prénoms amérindiens, que ce soit pour les Kalinia et pour toutes les autres communautés amérindiennes de Guyane, eh bien, c'était important pour moi de mettre en lumière, dans un esprit, dans une démarche de réappropriation de ces prénoms amérindiens, tout en sachant effectivement que il y a des travaux qui ont été quand même, des démarches en tout cas qui ont été effectuées il y a quand même cela de quelques années, tout ce qui tourne autour de cette francisation des prénoms. Donc voilà, donc moi je m'inscris dans cette complémentarité, dans une continuité, tout en respectant les travaux de tout ce que les anciens ont mené, les scientifiques. Je peux citer notamment Alexis Tchouka, et puis il y a bien d'autres, hein, mais voilà, c'est ce nom qui me vient en tête, et dont les travaux portent essentiellement sur le droit des peuples autochtones. En tant que scientifique, chercheur, quelle lecture faites-vous de cette francisation des prénoms et des noms Kalinia, amérindiens plus largement? C'est une perte d'identité à travers ce processus, malheureusement, qui a été peut-être un peu subi? Oui, je pense qu'il s'agit réellement d'une perte parmi tant d'autres pertes. Et donc cette partie généalogique de prénoms, de réappropriation, réhabilitation, eh bien il faut, ma démarche s'inscrit dans une, je dirais que je prends en compte l'étymologie aussi historique de tous ces prénoms. Je propose aussi de découvrir en tout cas quelques prénoms amérindiens, et puis de comprendre aussi la dimension scientifique, mais la dimension spirituelle avant tout de ces prénoms amérindiens qui ont toute une symbolique pour les Amérindiens. C'est très très important. Est-ce que vous avez suivi, assisté à ce changement qu'il y a eu dans cette phase de francisation? Est-ce que vous avez été informé, consulté? Comment l'avez-vous vécu? Alors, on dira que je ne l'ai pas sur le champ, on ne le
pense même pas. J'ai envie de dire qu'on ne le vit même pas. En fait, on est presque dans l'ignorance, puisque on n'est pas au fait de l'histoire. Mais je le rappelle que quand il y a aussi cette prise de conscience, même si, me concernant, dès mon plus jeune âge, je me suis toujours intéressée à la culture de mon peuple, de par ma mère, qui n'hésitait pas à nous inculquer la matière amérindienne, la pensée amérindienne, en tout cas tout ce qui tourne autour du mode de vie, de culture de ces peuples amérindiens. Voilà. Avant de passer à autre chose, cette francisation a été introduite quelle année à peu près, vous savez? Alors, il semble pour ma part que cette francisation a été introduite vers les années 1980, si je ne m'abuse, ou peut-être même un peu avant, à vérifier. Voilà, donc, mais en tout cas, des travaux, je le rappelle, ont été effectués autour de cette francisation il y a déjà de nombreuses années. Et il est important on dira, de se réapproprier cette histoire, qui peut être aussi un peu douloureuse, mais comme je le dis, je le répète, il ne faut pas rentrer dans ce système de vouloir toujours se plaindre, mais plutôt s'instaurer dans une démarche de construction et dans une démarche d'exploitation de ces données. Comment faire avec ces données? Comment faire avec tous ces prénoms que nous avons perdus? Eh bien, on va se les réapproprier. On va peut-être même proposer des cérémonies, pourquoi pas? Il nous faut, je pense, réinventer, créer, recréer toutes ces cérémonies, tous ces rites, j'ai envie de dire, de passage, par exemple, parce que c'est vrai que quand il y a eu des cérémonies ou des rites à une certaine époque, eh bien, ces rites fonctionnaient d'une certaine manière. Peut-être ils sont plus d'actualité, mais on peut les reprendre, on peut les retravailler et on peut en sortir quelque chose d'une dimension telle, identitaire et culturelle. C'est pas le sujet de cet entretien, mais tellement important ce pan historique qui amène aussi à se questionner sur l'intégration et l'assimilation. Voilà. On aura l'occasion, en tout cas je l'espère, de revenir sur ce sujet, de consacrer une émission à cette thématique de la francisation des prénoms et des noms amérindiens. Ce que j'ai relevé également, c'est la narration amérindienne poétique sur Damas, qui est une revue que vous avez également publiée. Alors, une revue que la SALD, l'Association des Amis de Léon Gontran Damas, dirigée par Madame Eugénie Rézère, ou créée par Madame Rézère, eh bien, j'ai eu l'occasion d'intervenir lors d'un colloque et de présenter cette communication scientifique autour de cette narration poétique amérindienne et à travers la pensée de Damas. Il était important pour moi de consacrer cette partie, en tout cas de communiquer sur ce sujet, parce que moi-même j'ai vécu et j'ai grandi dans cette vision également de Damas. J'ai appris la poétique de Damas, parce qu'il faut savoir, je le rappelle, que Damas avait ses origines amérindiennes également. Donc je crois qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette pensée, et c'est ce que je répète, eh bien, c'est peut-être aussi tout ce sang, voilà, on parle de sang mêlé, et Damas l'exprime très bien. Donc voilà, tous ces sangs qui font que, eh bien, on arrive à discuter, à échanger, à articuler diverses pensées. Et j'aimerais que l'on s'arrête quelques minutes sur ce terme, en l'occurrence l'amazonisme, dont vous êtes à l'origine, dont vous êtes l'auteur. Oui, donc auteur et conçu, donc c'est un concept de l'amazonisme que j'ai établi il y a de cela quelques années, parce que j'avais besoin justement de me situer dans un cadre, j'avais besoin de ces repères identitaires, culturels, mais j'avais aussi besoin de ce repère, j'ai envie de dire, des repères naturels tout simplement. Et
il m'est venu on peut parler de néologisme, mais ça va plus loin que ce néologisme, puisque c'est un concept que j'ai quand même déposé et que moi, j'exploite dans le domaine de la littérature, de cette nouvelle littérature amérindienne, de cette pensée aussi amérindienne, mais de cette pensée guyanaise également. Donc, ce contexte de l'armazonisme rentre tout à fait dans tous ces cadres de pensée et où on peut se retrouver avec nos différentes identités, nos différentes cultures et nos différentes langues également. Et c'est tout cela, cette richesse, ce mélange, ce brassage de cultures, ce brassage de langues, ce brassage qui fait que, eh bien, on rentre dans ce contexte armazoniste, parce qu'on est aussi, voilà, on est baigné aussi par les mythes amazoniens. On est baigné par l'Amazone tout simplement. Et donc, je crois qu'avec toute cette nature qui nous entoure, eh bien, c'est ainsi que je vois autour de moi eh bien, cette manière de voir, cette manière de penser. Et c'est ainsi qu'est né ce concept de l'armazonisme. Mireille Osakwa-Badami, vous avez publié également un certain nombre d'ouvrages, notamment celui-ci paru aux éditions Orphi, Awalawara. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Awalawara est né d'un concept de nous quatre auteurs, de Madame Belfort, Aline, Madame Francius Sonia et Monsieur Tomou Denguiou et moi-même, où nous avions justement proposé différents écrits autour du secret du bouillon d'Awara, et que maintenant on tente d'articuler sous cette appellation du bouillon Ouara. Voilà, donc c'est une histoire à découvrir, ce secret du bouillon Ouara, et que nous avons coécrit en différentes langues. Moi pour la partie Kalinia, avec bien entendu la collaboration précieuse de Madame Juliette Chipuka-Will. Et donc moi je me suis effectivement occupée de toute cette partie scientifique littéraire, et elle, Madame Chipuka, dans cette partie transcription, traduction. Voilà, donc c'était un travail vraiment de fond et qui a été mêlé, et ensuite toutes les autres traductions tournent autour de la langue aloukou, et le créole, et puis la langue française, bien entendu. Je note une grande unité autour de cette œuvre, avec des personnes d'horizons, mais vraiment divers cette fois-ci. Et je suis pour l'unité. Je suis pour l'unité. Je prône l'unité. Ça commence par voilà, l'écriture de ces ouvrages, ça commence par ce partage de culture. Et je crois qu'il est important, effectivement, de prendre en compte tous ces éléments. Parce que, bon, après, on se pose des questions quand on se rencontre dans des conférences ou ailleurs. On se dit, oui, mais quand il y aura cette unité? Quand est-ce que nous allons... Mais ça, il y a des actions de fait. Et cet ouvrage, il faut vraiment... on va dire, lui accorder toute sa dimension, parce qu'il y a quand même un partage de langue, un partage d'origine, un partage de culture. Je crois que voilà, c'est un premier pas. Il y a eu d'autres, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, mais je veux dire que réunir toutes ces langues qui appartiennent à la Guyane et qui vont aussi appartenir à d'autres, qui vont franchir les eaux, et il faudra se les approprier, ces langues. Et c'est l'enjeu culturel, l'enjeu identitaire de cette Guyane et de tous ces auteurs avec lesquels nous avons collaboré, qui ont aussi cette dynamique de pensée, de partage, de se réunir, et de cette unité identitaire, peut-être, qui sait. On pointe tellement les divisions en Guyane, et là vous prouvez totalement le contraire. Et puis cet autre ouvrage, La jeune fille d'Hippolomane, alors là aussi quelques éclairages. Oui, alors La jeune fille d'Hippolomane, alors Hippolomane qui signifie en langue kalinia on en a marre, j'en ai assez, et cette Hippolomane, ça m'est venu
Vous savez, lorsqu'il y a eu les événements de 2017, où nous disions tous nous banquer ça, et donc il nous a fallu voilà, chercher, on va dire, la source aussi de ce que la source amérindienne, et de dire voilà, nous banquer ça, et bien comment on le dit aussi en langue amérindienne. Ipiolomane, c'est ce nom, c'est ce vocable qui nous est venu pour avoir travaillé, je le répète, avec Madame Chipuka, et sur le champ, je crois qu'est née ce jour-là l'idée de vouloir écrire La jeune fille d'Ipiolomane. Ce sont des ouvrages qui sont encore disponibles? Alors, pour l'instant, pas disponible, mais très prochainement disponible. Normalement, il y a aussi le Salon du Livre dans quelques mois. Donc, il y aura pas mal de rééditions et certainement des nouveautés. Nous rentrons dans la troisième et dernière partie de cet entretien fort intéressant pour parler de la perlerie amérindienne, quelque chose qui vous a toujours façonné depuis votre plus jeune âge? Oui, toujours façonné, parce que j'ai grandi dans cet espace artistique, pour avoir également aussi approché cette perlerie, pour avoir appris aussi hein, à concevoir justement toutes ces parures et ces notions d'apprentissage autour de cette perlerie qu'on appelle Kasulu en langue kalinia, eh bien des notions qui m'ont été transmises par les Wapotosans, les anciens, et des notions qui me sont toujours restées fidèles. Et j'ai grandi avec, et je m'étais toujours dit qu'un jour, peut-être que je travaillerai, je ne sais pas sous quelle forme. Eh bien, il arrive qu'il s'ensuit que bon, c'est à travers l'écriture, mais toujours est-il que, eh bien, je m'intéresse, je travaille constamment justement sur ces notions de l'esthétique, de la perlerie, mais pas que, l'aspect technique, l'aspect identitaire, l'aspect symbolique surtout. Et donc voilà, constamment au fait de ce qui se passe, de ces pratiques artistiques. L'intellectuel pourrait être amené à pratiquer une activité manuelle, notamment la perlerie. Oui, ça va de soi. Je crois que même c'est très important, parce que ça rentre, que ça soit du travail, ce qu'on peut appeler travail manuel. Oui, c'est un travail manuel, mais ça va au-delà de ce travail manuel. Et donc, il nous faut aussi, on va dire, s'intégrer dans cette dimension artistique. Ce n'est pas la regarder évoluer, mais plutôt pénétrer cette notion artistique, pénétrer cet élément, j'ai envie de dire, cet élément perle. Comment on conçoit les parures avec toutes ces perles, pourquoi, comment cette main elle agit, et comment il y a ce lien entre cette main, mais aussi l'esprit. Voilà, quel est ce courant symbolique, quel est ce courant spirituel qui véhicule on va dire, ce résultat de l'art. Donc, il ne faut pas rester à regarder, à parler tout simplement, et puis dire voilà, non, on travaille sur telle ou telle donnée. Non, il faut être dans le bassin culturel, il faut être dans cet espace culturel, et j'ai envie de dire de laboratoire. On parlera de laboratoire scientifique, moi je parlerai de laboratoire culturel, de laboratoire identitaire, de laboratoire naturel. Ces perles, quelque part, qui ont dépassé l'écosystème amérindien, qui voient d'autres peuples se les approprier, les créoles, les Européens? Oui, et c'est tout l'enjeu d'avoir écrit sur cette thématique. C'est tout l'enjeu parce que il faut qu'on s'approprie cet art, véhiculer aussi cet art, et c'est une manière aussi pour d'autres origines
vivant en tout cas sur cette terre guyanaise, de se sentir pleinement chez soi, pleinement, que ces personnes se sentent pleinement chez elles, à travers nos arts, à travers leurs arts. Je veux dire que voilà, quelque part, ça se démocratise d'une certaine manière, voilà, mais en même temps, tout en respectant, bien entendu, la culture de l'autre, les cultures de chacun, puisque c'est vrai que chacun défend ses origines, chacun défend ses cultures, mais je veux dire que quand on partage la culture de l'autre, celle-ci ne peut que nous enrichir. À travers ces colliers, est-ce qu'il y a des messages qui sont véhiculés? Oui, de nombreux messages. Et cela, on va dire, pénètre l'ordre de la symbolique, spirituelle également. Après, c'est vrai qu'il faudrait des heures pour pouvoir en parler, parce que c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi lié aussi à l'histoire coloniale. Donc ça encore, c'est un autre débat, mais c'est aussi tout intéressant parce qu'il faut en parler. Et c'est un pan d'histoire, même si les peuples ont été marqués, les peuples ont souffert, nos anciens, nos ancêtres ont souffert, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je dis que voilà, c'est peut-être une manière aussi de rendre hommage à nos anciens et de parler de leur symbolique, de parler de leur spiritualité, tout en respectant le silence de ces Amérindiens et tout en respectant leurs secrets également. Parce que, je répète souvent, on peut transmettre des secrets, mais il faut aussi ne pas en vouloir aussi parfois au peuple. Voilà, on a ce droit, en tout cas ils ont ce droit de garder, il faut garder un peu pour soi. Et ça fait partie de cette pensée amérindienne, ça fait partie de cette pensée amazoniste. Donc voilà, toute cette Amazonie, voilà, cette nature artistique, cette nature symbolique. Et on a aussi, le silence fait partie du décor en même temps, du décor, pas seulement du décor juste pour dire voilà, mais de cette symbolique, de cette pensée et de ce que vivent aussi les Amérindiens. Très rapidement, est-ce qu'il y a une part de cette tradition qui se perd ou au contraire, la transmission se fait dans des conditions optimales? Elle se fait dans des conditions optimales. Et justement, tout était l'enjeu de travailler sur la perlerie, mais sans oublier toutes ces femmes artistes, d'autres on appelle aussi les femmes artisanes, mais moi j'ai envie de les appeler les artistes, qui ont déjà travaillé depuis de nombreuses années sur cette transmission, qui se transmet de génération en génération. Alors effectivement, on peut penser parfois, ou à un certain moment, on a pensé que voilà, on perdait un peu de cette transmission, mais je crois qu'elle a été ravivée, mais elle a toujours existé, parce qu'au sein des familles amérindiennes, la transmission est très très importante, même si on ne transmet pas toujours tout, mais là je crois qu'il y a quand même cette réminiscence, j'ai envie de dire, ce renouveau, enfin voilà. Mireille Osakwa Badami, quelle est votre actualité? Alors, je dirais que j'ai été nommée récemment personnalité qualifiée, experte des populations amérindiennes au sein du Grand Conseil coutumier. Donc c'est encore une nouvelle mission, c'est un enjeu également. Et voilà, donc en tout cas on essaiera d'être à la hauteur de cette mission. Et donc je fais confiance aussi à toutes les personnes qui m'accompagnent en ce sens. Et puis confiance aussi au potentiel et je dirais aussi confiance aussi, bien entendu, voilà, en tout cas aux personnes qui m'ont choisi. Mireille Osakwa Badami, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous.